Zeriatouba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour la chaîne YouTube Rencontre. Je suis très honorée de t'avoir aujourd'hui. Alors, donc tu es née en 1985 en Guinée et tu es actuellement ambassadrice de la campagne Alerte Excision. En 2006, tu as publié aux éditions Anne Carrière le livre « On m'a volé mon enfance ». Dans cet ouvrage, tu relates ta vie en Guinée où tu es élevée par ta grand-mère, ton excision, un mariage à l'âge de 14 ans, un homme de 45 ans, ton départ pour les Pays-Bas, les viols conjugaux et la violence conjugale, les fausses couches, ton arrivée en France et un long combat pour t'en sortir. Alors ce récit m'a vraiment bouleversée dans ce qu'il a d'intime et d'universel. C'est un livre très riche qui nous laisse admiratifs devant tant de force, de courage, de dignité et de résilience. Alors, comment ça va aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Oui, bonjour, merci d'avoir lu le livre, d'avoir résumé autant très bien le livre en tout cas et de s'intéresser à ce que je fais. C'est aussi un honneur pour moi, aussi c'est un honneur. Aujourd'hui, tout va bien. Comme tu as bien résumé, je suis dans cette campagne Alerte à l'excision parce que je pense qu'on dit souvent c'est barbare et qu'il faut arrêter l'excision alors que c'est beaucoup plus complexe. Il faut se mettre à la place des autres. Quand on a appris quelque chose depuis toujours, qu'on nous a dit c'était normal, comment détacher les gens à ce qu'ils ont pensé depuis des générations, c'était normal. Donc il faut commencer par la sensibilisation, par se mettre à la niveau de l'autre. Il ne faut pas mépriser les gens dans leur culture ou dans ce qu'ils ont appris. Il faut expliquer les complications de l'excision. Il faut engager les jeunes filles pour qu'elles comprennent aussi, elles, si elles ont été excisées, comment elles peuvent faire pour vivre avec ça et accepter ce qu'ils ont été fait injustement. Pour celles qui n'ont pas vécu, comment le permettre d'être aussi à leur tour des ambassadeurs pour sensibiliser leurs propres parents. Donc cette campagne, elle vise à des jeunes filles qui ont l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans pour qu'ils puissent se sensibiliser autour d'eux, mais surtout dans les lycées, dans les collèges où l'excision est très tabou. Donc ça, c'est l'un des projets qui me tient à cœur. Et de l'autre côté, je travaille, je suis une femme comme tout le monde, j'ai une petite fille aussi que je m'en occupe. Qui est très mignonne d'ailleurs. Merci. Alors, donc, comment le livre a été accueilli à sa sortie ? Quelles ont été les réactions ici et en Afrique ? Les réactions ont été bien sûr pas souvent très accueillantes. Ici, les gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, au début ils ne croyaient pas, parce que quand on dit on veut faire un livre, on ne sait ni lire ni écrire, on a un accent, on parle à peine le français. C'était vraiment un sacré défi. Mais comme je dis souvent, c'est de tomber sur les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis de faire le livre. Et les témoignages qui m'ont permis de me libérer, je me suis dit à mon tour, c'était normal que je me libère, que j'accepte ce qui m'est arrivé, mais aussi à mon tour que je témoigne pour d'autres personnes. Donc c'est comme ça l'idée du livre est venue. Aux côtés de ma famille, ça a été très compliqué. Il y a des gens qui n'étaient pas pour. Vous savez, quand on vient d'une grande famille, mon père a 4 femmes, plus de 30 enfants. Et c'est difficile de concevoir ces choses-là parce que déjà pour nous, quand une femme elle part de son mari, quel que soit ce qu'elle a vécu, c'est difficile. Encore plus elle le raconte, elle s'est mise entre guillemets un peu nue en racontant son histoire. Et ça c'est très difficile à accepter, surtout c'est tabou, surtout dans ma famille d'où je viens, nous on est de Peul, c'est décisé qu'il faut rester dans la famille. Mais moi je voulais parler de mon histoire parce que quand on a vécu tout ça, comment faire pour vivre ? Comment faire pour retrouver goût à la vie? Je pense que pour moi, le livre, c'était comme une renaissance, mais c'est aussi comme une liberté, quoi. C'est liberté que j'avais appris de dire ce qui m'est arrivé, d'accepter avec ça. Je sais que ça n'efface pas mon passé, mais ça me permet d'être plus légère. Tout à fait, mais d'ailleurs, on le ressent à la lecture. C'est-à-dire qu'on suit cette histoire et on est libéré en même temps que toi. On vit les émotions. Tu vois, au fil de la lecture. Donc c'est très très émouvant. Alors tu me racontais quand on s'est vu que tu avais rencontré le président Sarkozy et qu'il avait été très touché par ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment ça s'est passé ? Oui, alors le président Sarkozy, ça a été une occasion où il y avait le plan de Barlier qui était lancé. À l'époque, c'était Fadela Amara, une des femmes qui m'a exprimé, en tout cas une des femmes que j'ai appris par rapport à la militantisme. Et donc on s'était rencontrés, il fallait lui poser des questions.
Donc j'ai saisi l'occasion parce qu'à l'époque, il y avait un débat qui était très d'actualité, c'était l'identité nationale. Un débat assez chaud. Le débat assez chaud sur l'identité nationale et sur les immigrés. Donc j'ai dit à ce monsieur, j'ai dit au président, je dis écoutez, moi je suis Diarra Yatouba, j'ai fait un livre, on m'a volé mon enfance, je vais vous offrir mon bouquin pour que vous sachiez c'est quoi d'être immigré, c'est de quoi d'être dans un pays qu'on n'a pas choisi. Je dis il y a des personnes, ils ne savent même pas quand ils sont là, ils n'ont pas de papier parce que pour eux, ils ont une identité. Donc il y en a qui n'ont même pas choisi d'être en Europe. Moi, mon mari, je l'ai résumé mon livre, mon parcours. Je dis donc lisez-le, vous comprendrez c'est quoi l'immigration, non pas celle que vous dites, mais celle qui existe réellement. Donc il a souri. Et après il a lu le livre, on a échangé des courriers. D'accord, très bien. C'est une belle histoire. Alors concernant l'excision, tu m'expliquais qu'il en existe différentes formes selon les pays. Alors quelle est celle exactement pratiquée en Guinée, en tout cas dans ton village à l'époque? Alors en fait en Guinée, il faut savoir, il y a type 1 et 2 en Guinée. Celle qui est souvent très pratiquée, c'est type 2. Type 2, on enlève les clitoris et les petites lèvres des petites filles. En tout cas à Conakry, aujourd'hui, on enlève juste les clitoris des petites filles. Donc il faut savoir, moi, la façon dont je l'ai vécu sans médical, avec un couteau ou une dame qui passait de village en village. Donc à l'âge de 8 ans, moi c'est la totale, il y en a c'est à l'âge de 5 ans, à l'âge d'1 an, il y en a c'est médicalisé, alors que moi dans mon cas c'était vraiment pas médicalisé, c'était voilà. Donc est-ce que tu t'en souviens de ça? Est-ce que tu te souviens de tout ou est-ce que tu as eu l'esprit un peu ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses qui sont floues ou est-ce que tu as un souvenir très net? Ah, j'ai des souvenirs très nets. D'accord. Pour moi, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier parce que j'ai les détails. Je sais, cette dame qui est arrivée un matin, qui était très grande, très forte. On m'avait dit de l'accompagner alors que déjà tout était organisé. Je me suis retrouvée dans la nature avec 4 femmes, dont il y en a 2 qui me tenaient les pieds, 2 qui me tenaient les mains. On me cachait sur des feuilles. Et après, on m'a coupé avec un couteau. Donc, tous les détails, tous les cris, tous les douleurs que j'ai ressentis pendant un mois, je me rappelle comme si c'était hier. Pendant un mois? Pendant un mois, on me lavait avec de l'eau chaude, avec des médicaments traditionnels que ma grand-mère, elle m'a soignée avec. Mais j'ai beaucoup saigné aussi. Et voilà, donc comme je dis souvent, c'est un douleur qu'on n'oublie jamais, même si on est content d'être comme tous les autres, parce que celles qui ne sont pas excisées, elles ne sont pas comme les autres. Oui, c'est un paradigme différent, c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, est-ce que tu en veux à ta famille? Non, je ne les en veux pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être colère contre notre famille. Moi, personnellement, je ne suis pas contre ma famille. Je ne suis pas du tout en colère, d'ailleurs. J'ai compris travers mon histoire que ce qui m'est arrivé, ça arrive au milieu d'autres petites filles et que ça fait partie de notre coutume, de notre tradition. Mais j'en veux par contre aux coutumes, aux traditions. C'est pour ça que je combats contre elles, même s'il y en a qui sont très bien, qu'il faut garder soigneusement, parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout est négatif. Mais celle-là, elle est négative parce qu'elle atteint l'intégrité de la petite fille. Elle amène des complications plus tard à l'accouchement, au rapport intime, mais aussi aux règles. Il y a des filles qui ont 15 jours, 10 jours de règles à cause de l'excision. Ah oui, oui. Ah, je savais pas. Ils ont problème d'anémie, tout ça, donc tout est lié. Et alors, on imagine que ça complique énormément après la vie sexuelle, l'accouchement, la maternité. Dans ton livre, tu racontes ce premier rapport sexuel qui est en fait un viol qui est subi quelques jours après ton arrivée aux Pays-Bas. Un calvaire qui va durer 4 ans. Alors à l'époque, tu es âgée de 14 ans et tu arrives avec ton éducation africaine. Tu ne sais rien de ces choses-là. Tu ne sais pas ce qui l'attend exactement. Comment, après ça, on arrive à avoir un rapport sain à la sexualité ? Après ça, c'est un travail sur nous-mêmes. Je pense que pour être léger avec soi-même, un mot que j'utilise souvent, c'est le pardon. Le pardon, elle permet de faire le deuil. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais ça veut dire qu'on avance avec, parce que notre histoire, elle fait partie de ce qu'on est. Mais donc moi, je n'ai rien oublié de tout ça, mais en tout cas, pour se reconstruire, par rapport à la vie intime, ça permet d'avancer avec de ce qu'on a connu, parce que oui, ça a été des viols, parce que chez nous on verbalise pas la sexualité. Bien on sûr. Dit rien, c'est très tabou. Cet homme, on m'a rien préparé. Je pense que lui aussi, aujourd'hui avec du recul, je me dis lui aussi il attendait beaucoup de moi.
Il attendait une femme alors que j'étais une petite fille. Il attendait une femme qui était prête à recevoir un homme. Donc tout est là aussi, mais je pense que j'aurais pu tomber sur quelqu'un compréhensible, qui dit c'est une mineure, il faut que je la prends, il faut que je prenne mon temps, il faut que je sois doux. Malheureusement, je n'ai pas eu cette sens-là. Mais c'était aussi mon destin et je pense qu'il faut avancer avec le pardon. Moi, c'est le pardon qui me permet d'être léger aujourd'hui. Mais c'est ça qui est très touchant, c'est comment tu as réussi avec ce bagage-là à en faire quelque chose, une force réellement pour aussi transmettre et aider les autres, et ça c'est vraiment très très beau. Alors il est aujourd'hui possible de se faire opérer. Que penses-tu toi de la reconstruction ? Je pense que la reconstruction, c'est encore une fois, il ne faut pas généraliser. Moi, je pars toujours de ça. Je dis que les gens, ils ont des parcours familiales différents, ils ont un corps différent, et qu'il y a des femmes excisées qui ne ressentent rien par rapport à la sexualité. Il y en a qui ressentent. Donc là encore, c'est un parcours individuel. Moi, je suis pour la réparation parce que j'ai fait les démarches pour faire la réparation, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de démarche. Maintenant, ce qu'il faut dire aux jeunes filles qui souhaiteraient faire la réparation, il faut qu'elles sachent que leur parcours est très différent de celle des autres. Il faut qu'elles se renseignent. Il y a ceux qui réparent très vite, ça veut dire au bout de 5-6 mois de démarche, tu es déjà réparé. Il y en a d'autres, il va falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il faut voir un gynécologue, un psychologue, un sexologue, et un médecin, etc. Oui, en fait, c'est un parcours du combattant. Voilà, c'est un parcours différent. Donc on peut pas propre dire, à chaque femme. Voilà, qui est propre à chaque femme. On ne peut pas dire à toutes les femmes, allez-y, c'est émerveillé, réparez-vous. Même si on se répare, si on ne connaît pas notre corps, c'est pas si facile que ça. J'ai des copines qui sont réparées, ça n'a pas été facile, il y en a d'autres, tout va bien. Donc voilà, là encore... Oui, parce que ça ne tient pas qu'au corps, qu'à la chair, c'est aussi psychologique. Et j'imagine que pour certaines, c'est une autre intervention sur cette zone du corps qui est lourde chargée de beaucoup de choses, d'un souvenir, d'un traumatisme. Et surtout, c'est aller à la rencontre de ce qu'on nous a inculqué. Donc, on nous a inculqué, on t'excise parce qu'il faut que tu sois vierge au mariage. On nous a inculqué parce qu'il faut que tu sois une femme propre quand tu prépares. On nous a inculqué, si on t'excise, c'est pour que tu vois pas tous les hommes. Ça veut dire qu'il faut que tu te maintiens un seul homme. Donc c'est tellement quelque chose qui a été fait pour contrôler le corps de la femme que pour aller à l'encontre de ça, il faut avoir un sacré courage, mais aussi une entourage qui t'entoure et compréhensible qui te soutient. Donc là, comme tu dis, c'est propre à chacun. Mais moi, j'en creuse pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui pensent que vraiment c'est nécessaire pour elles d'aller le faire. Parce que c'est pris en charge par la sécurité sociale. C'est aussi, ça leur permet de retrouver ce qu'on les a enlevés injustement. Tout à fait. Alors, dans ton livre, les figures féminines sont très fortes, j'ai trouvé. Alors, il y a ta grand-mère, il y a ta mère aussi à sa manière, il y a les tantes, etc. Toi, bien sûr. Alors, on voit vraiment, et en Afrique, c'est vraiment très flagrant, la société repose sur elles. Et pourtant, elles sont quand même majoritairement victimes du système. Alors, et parfois pire, elles semblent avoir intégré ce fonctionnement puisqu'elles perpétuent elles-mêmes ces traditions, bien que certaines soient source de souffrance. Comment tu expliques ce paradoxe ? Et est-ce que les femmes africaines et musulmanes en particulier seraient plus soumises que les autres ? Non, je pense pas. Je pense que les femmes, ces femmes-là, c'est des femmes très courageuses. Ça, c'est vrai. Mais comme on disait depuis tout à l'heure, malheureusement, des fois, on hérite des choses qui sont très positives, qui nous aident à évoluer, à avancer dans la vie. Et malheureusement aussi, dans l'environnement social dans lequel on grandit, on hérite d'autres choses qui sont lourdes, comme l'excision, comme mariage forcé, comme vivre dans la polygamie, même s'il y a des gens qui sont complètement épanouis là-dedans, mais il y en a beaucoup aussi qui en souffrent. Et moi qui défends pour le droit humain, je défends celles qui souffrent. Donc il y en a qui vont dire, mais pourquoi elle parle beaucoup, elle parle à notre nom, elle est devenue blanche. On n'a pas besoin de blanc ou être noir ou d'autres couleurs pour comprendre les douleurs des autres. Quand on passe là-dedans, moi je passais là-dessus, j'ai travaillé sur ce qui m'est arrivé longtemps pour comprendre, pour mettre les mots, pour analyser et surtout pour m'engager. Et je pense que quand on s'engage sur ces questions-là, on va sur ceux qui sont plus faibles parce que c'est porté au nom de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ce qui les ont arrivé et surtout pour que ça n'arrive pas aux autres. Donc oui, malheureusement, on hérite tout ça. Donc les femmes, elles ont été depuis toujours dit, toi tu es une femme, on va te former pour que tu sois une femme au foyer, faire des enfants. En fait, la femme n'existe pas vraiment en tant qu'individu, c'est une femme, une épouse ou une mère ou une fille.
ou une fille. Voilà. Même si ça évolue aujourd'hui. Attention, en Guinée par exemple, aujourd'hui, il y a certaines femmes qui travaillent, il y a certaines femmes qui sont militantes pour ces questions sur lesquelles on dénonce. Maintenant, il faut arriver à mobiliser du monde par rapport à l'excision. Pourquoi l'excision n'avance pas? Parce que tout le monde dit, moi je vais attendre que ce soit mon voisin qui commence le combat. Si ma fille n'est pas mariée, elle va pas être, enfin si ma fille n'est pas excisée, elle va pas être mariée, elle va être pointée du doigt, elle va pas, si elle prépare les gens, ils vont pas manger. Donc qu'est-ce qui dira les autres? Le qu'en dira-t-on? Voilà, l'honneur de la famille qui se repose beaucoup sur les filles. Et puis les choix individuels n'existent pas. C'est qu'est-ce qui pensera ça, de toute façon, tout un village, tout un quartier. On va en parler ça parce que ça c'est très très intéressant. Alors tu as déjà en partie répondu à ça, mais selon toi, quelle est la meilleure manière de faire évoluer les mentalités de façon positive et productive? La meilleure manière, c'est l'éducation. L'éducation, elle brise toutes les lignes. Pourquoi nous, on répète des choses qui existent depuis longtemps? C'est parce que l'imam a dit, parce que la voisine a dit, parce que la tante elle avait dit ça, parce que la grand-mère avait dit ça. Mais c'est jamais qu'est-ce que moi, individuellement, qu'est-ce que j'en pense. C'est quoi mon choix? Comment je me positionne moi par rapport à une culture. Et je pense que l'éducation, elle arrange tout. Parce que même s'il y a des gens qui sont éduqués, qui ont le diplôme, qui ont allé à l'université, mais qui sont conservateurs, mais c'est pas grave. Mais au moins, ils peuvent s'exprimer sur ce qu'ils ne sont pas d'accord. Alors justement, tu parlais de l'absence de choix individuel. Ça nous amène sur le sujet de la polygamie, ce quotidien que tu décris dans une famille où vivent 4 épouses et une trentaine d'enfants. Alors j'ai pour ma part été frappée par cette chose très africaine qui est la négation de l'individu au profit du collectif. Un quotidien où il est difficile d'exister en tant que soi et pour soi. Est-ce que tu connais la série américaine The Big Love? Non. Alors c'est une série, on peut suivre les aventures un peu romancées bien sûr, d'une famille américaine polygame. Alors on sait que la polygamie est normalement soumise à des règles très strictes. Par exemple, les hommes doivent obtenir l'accord de leur femme, avoir les moyens financiers et contenter chacune d'elles de manière équitable, si tant est que c'est possible. Or, dans les faits, ce n'est quasiment jamais le cas. On pense au sublime roman de Mariam Abba, Une si longue lettre. Alors, ne serait-ce pas devenu un moyen pour les hommes de se donner bonne conscience tout en assouvissant certains fantasmes? Là, je ne sais pas. Je pense que là encore, ça dépend des hommes. C'est que c'est culturel aussi. Comme chez nous, les coutumes, les traditions et la religion, tout est mélangé. Du coup, c'est difficile Au début, j'étais très en colère contre la polygamie. Mais je me suis beaucoup allégée en faisant des recherches, en comprenant que c'est un sujet complexe et qu'il y a 53 pays dans le monde qui le pratiquent et que ce n'est pas que le musulman. Voilà. Donc c'est un sujet très large et très vaste. D'où cette série américaine. Voilà, tu parles d'un série que je n'ai pas vu, qui relate déjà cette situation de polygamie. Donc la polygamie, il y a différentes choses. C'est qu'il y a des gens qui sont très heureux là-dedans parce qu'ils arrivent à faire des règles, ils arrivent à gérer une famille. Il y a des femmes qui sont unies, il y a des enfants, il y a des alliances entre les enfants. Sauf si... Moi, personnellement, je trouve quand même que c'est difficile. Parce que c'est une concurrence. Pour les femmes, on est toujours dans le truc comment faire plaisir aux hommes, en fait. Bien sûr, c'est ça. Même s'il faut faire plaisir aux hommes, on est d'accord. Mais il ne faut pas être dans la frustration. Oui, tout à fait. Alors que je trouve la polygamie, elle peut amener beaucoup de frustration. Et surtout à notre génération, c'est difficile d'aimer des personnes de la même manière, de les traiter de la même façon. Peut-être une autre génération, les anciens, peut-être il y avait des codes qui étaient beaucoup plus peut-être respectés qu'aujourd'hui. Mais là, si je parle comme ça, certains féministes vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il faut arrêter la polygamie. Donc voilà, donc moi je vais dire juste que là encore c'est culturel. C'est culturel et c'est un débat très vaste, très compliqué. Moi, je l'ai vécu douloureusement parce que je suis arrivée un peu plus âgée dans ma famille. Ma mère, je n'avais pas ma place dans cette famille. Enfin, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Alors que peut-être ma sœur ou ma grande sœur, elle a vécu différemment de ce que moi je vécu à l'intérieur. Vous voyez, donc là encore, c'est tout à chacun. Mais d'ailleurs, souvent, dans les récits, c'est souvent plus dur pour les enfants que même si c'est dur pour les femmes, mais les enfants en souffrent souvent dans les rapports entre les coépouses, etc. Entre les coépouses, moi par exemple dans mon livre, tellement je respecte l'environnement familial, tellement je respecte les autres, j'ai changé par exemple le nom de toutes ces femmes, parce que je trouvais aussi il faut les honorer, c'est comme des tantes, etc. Et en fait au début je me disais pourquoi ma mère elle est la 4e, pourquoi ils l'ont mariée si jeune, pourquoi il y avait des enfants qui ont presque le même âge que ma mère. Mais en fait j'ai compris elle aussi quand elle est arrivée, elle a trouvé
ces femmes-là, elles avaient déjà leur place, elle a bousculé aussi à un moment donné ces femmes parce qu'elles étaient plus jeunes. Donc voilà, tout est complexe, tout est difficile, c'est pour ça il faut remonter de génération en génération pour cerner tous ces faits-là et aussi pour comment freiner ces traditions, ces coutumes. Et ben, c'est la génération comme celle de ma petite fille aujourd'hui qui a âgé d'1 an 6 mois, c'est de faire en sorte qu'elle ne revit pas tout ce que je vécu ou ce que ma mère elle a vécu ou ce que ma grand-mère elle a vécu. Mais pour ça, il faut faire un travail sur soi-même, il faut être dans la compréhension de ce qui existe pour reconstruire le futur. Tout à fait, tout à fait. Alors, concernant la violence conjugale, ton calvaire va durer 4 ans, de l'âge de 14 à 18 ans. Alors cet homme, qu'on peut dire à l'époque est un faussaire en quelque sorte, puisqu'il dit travailler pour l'UE, alors qu'en fait il est marabout. Alors il est extrêmement violent avec toi, hein, il te bat, t'humilie, te réduit presque à l'état d'esclave, tu le décris très bien. Comment as-tu trouvé la force de t'en sortir? Parce que tu étais quand même très jeune, dans un pays inconnu, dont tu ne connaissais pas les codes ni les mœurs. Je pense que la force, elle est venue où à un moment donné dans la vie, soit on sombre, soit on revit. Donc quand j'ai perdu la 3e grossesse, qu'il m'a annoncé qu'il allait en Guinée, qu'il y avait une de ces femmes qui avait accouché, qui me laissait 100 € pour quoi tenir pendant 2 mois. Effectivement. Je pense que là, ça a été un déclic. Tout à fait. J'ajoute que tu as fait 3 fausses couches dans des conditions extrêmement traumatisantes. Oui. Donc là, ça a été comme un déclic. Donc soit j'ai resté dans cette vie-là, j'allais être morte, peut-être je ne serais plus vivante aujourd'hui. Ou ça, j'allais me reconstruire, me battre comme je fais. Mais je fais, par exemple, lui, je n'ai jamais porté plainte contre lui. Je voulais, mais je n'ai pas pu. Son nom, j'ai changé son identité pour qu'il n'ait pas de problème, etc. Parce que je me suis dit, comment rendre le coup quand on t'a fait du mal? Moi, je ne suis pas dans le truc, on rend le coup pour rendre le coup. Mais je suis dans le truc, on se reconstruit, on montre à l'autre qu'on peut exister malgré lui. Et je pense que la liberté de la femme, elle est indépendante, elle est fondamentale, importante. Et l'autonomie, c'est encore plus important que tout. Donc, le déclic que j'ai eu, c'est que quand j'ai perdu le bébé, le 3e fausse couche que j'ai fait, et qui m'annonce 5 jours après, je pars en Afrique pour voir une de mes femmes qui a accouché. Ça, c'est terrible. Et pour faire le baptême de ses enfants. Ça a été, pour moi, je pense que c'est ce qui m'a donné... Le déclic. Ouais, le déclic. Ça m'a donné la force de bouger, d'en faire quelque chose. Mais comment? En fait, comme j'ai passé mes journées à regarder la télé, cette émission de télé que je tombais dessus, pour moi, c'était comme une renaissance. Parce que je comprends que dans le pays où je vis, il y a des personnes qui sont là pour aider des femmes. Et surtout, je pensais que c'était impossible parce que je pensais que c'était normal. Comme j'avais du mal à parler. Et ça a été comme une renaissance pour moi, un immense espoir. Donc quand je suis partie à la mairie, je demandais c'est quoi AS. On a mis presque une journée pour trouver c'était quoi AS. Elle avait trouvé des associations, assistance sociale. Et quand elle m'a dit assistance sociale, j'ai dit oui, c'est ce que je cherchais. Donc voilà, il fallait après ce qui n'est pas facile par rapport aux femmes victimes de violences, c'est celles qui sont obligées de répéter tout le temps, de revenir souvent sur leur histoire. Et de parler, de revenir sur ce qui les est arrivé. Donc ça, c'était pas facile pour moi, mais je pense que c'était aussi un moyen de me libérer. Donc quand je poussais la porte pour partir, je n'ai plus regardé derrière moi, je regardais devant moi. J'attendais que cet homme arrive, qui revienne de la Guinée, pour le confronter. Quand je lui ai annoncé que j'allais le quitter, il commençait à m'insulter, à vouloir me taper comme il avait l'habitude de faire. J'ai dit, si tu ne me laisses pas partir, tu risques 20 ans de prison. Donc en fait, je l'ai menti. Très honnêtement, je ne savais pas ce qu'il risquait. Mais je préférais partir, de ne pas lui causer des problèmes, de le laisser comme il est, mais surtout m'émanciper. Lui montrer que la vie, elle ne tient à personne. Et que quand on peut, quand on a la force, quand on a cette envie de s'en sortir, on peut. Et surtout pardonner. Je pense que moi, je l'ai pardonné. Je n'ai pas de la haine contre lui. Je pense qu'il attendait quelque chose d'autre, de ce que je n'étais pas moi prête, ce qu'on ne m'avait pas préparé. Et surtout, c'est mon destin. Mais le tout, ce destin-là, il faut que je transforme en force pour que ça n'arrive pas aux autres. C'est ça mon combat. Bien sûr, c'est vraiment, vraiment magnifique. Tu parlais tout à l'heure, quand on parlait de la polygamie, tu disais, oulala, si certaines féministes entendent, elles vont bondir. Alors justement, tu as, dans ton parcours, rencontré beaucoup de militantes féministes. Est-ce que toi-même, tu te définis comme féministe ? Oui, je suis féministe, mais je pense que pour celles qui sont très féministes, elles ne vont pas me trouver très féministe.
Et celles qui ne sont pas du tout féministes vont me trouver trop féministe. Finalement, quand on est équilibré, c'est Voilà. dur aujourd'hui. Mais dans C'est plein dur. d'autres domaines. C'est dur, mais je pense qu'il faut être équilibré. La société dans laquelle on est, faut pas être dans le débat de division. Il faut être dans ce qui unit. Moi, je suis dans ce truc, c'est qui construit les autres. C'est-à-dire, je prends un peu partout et tout. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de tomber sur des femmes qui ont des caractères géniaux, qui sont très féministes. Je suis entourée vraiment par des vraies féministes. Mais en même temps, je le dis que je suis très mesurée. Parce qu'on ne peut pas quitter là où je viens et de tout balayer, de tout nier et de devenir quelqu'un d'autre. Il faut être avec nous et de garder notre propre identité. C'est pour ça que j'adore me faire des tresses. J'adore ça te va très bien d'ailleurs. Merci. J'adore de faire des repas avec des gens qui ont le même bagage familial que moi. À l'autre côté, j'adore aussi partager avec mes amis féministes qui m'apportent beaucoup, qui m'apprennent beaucoup, qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit. Mais je pense que quand on est juste au milieu, on arrive à passer un message. Et c'est ça qui est important. Faut pas être ce qu'on n'est pas. Rompre avec, pouvoir parler aux gens toujours, ne pas se couper. Voilà, il ne faut pas Garder se couper, les liens, il faut ouais. garder les liens. Il faut aussi se mettre à la niveau de l'autre. Dès qu'on méprise les gens, le message ne passe plus. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Très bien. Très bien. Alors, tu décris, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que tu décris avec beaucoup de justesse le cercle vicieux du malheur. Je vais citer un passage de ton livre. Tu dis « Je ne peux plus attendre d'aide de mon oncle. Il a compris la vie que je menais avec mon mari et il a tout fait pour m'aider à en sortir. Et moi, c'est comme si je l'avais trahi. Je sens que je l'ai déçu en n'acceptant pas son offre de rester chez lui. Il a compris que mon mari n'est pas un homme pour moi. Depuis le temps que j'attendais que quelqu'un me tende la main, cette main, je l'ai lâchée quand je l'ai trouvée. Par peur, par lâcheté, à cause de cette solitude qui me mange et qui aura ma peau. C'est ça, être désespéré. » Et j'ai trouvé ça très très juste et ça m'a tout de suite fait penser à la description du malheur que fait Simone Weil dans Pensée sans ordre concernant l'amour de Dieu, où elle dit ceci. Un autre effet du malheur est de rendre l'âme sa complice, peu à peu en y injectant un poison d'inertie. En quiconque a été malheureux assez longtemps, il y a une complicité à l'égard de son propre malheur. Cette complicité entrave tous les efforts qu'il pourrait faire pour améliorer son sort. Elle va jusqu'à l'empêcher de rechercher les moyens d'être délivré, parfois même jusqu'à l'empêcher de souhaiter la délivrance. Il est alors installé dans le malheur, et les gens peuvent croire qu'il est satisfait. Bien plus, cette complicité peut le pousser malgré lui à éviter, à fuir les moyens de sa délivrance. Elle se voile alors sous des prétextes parfois ridicules. Même chez celui qui a été sorti du malheur, s'il a été mordu pour toujours jusqu'au fond de l'âme, il subsiste quelque chose qui le pousse à s'y précipiter de nouveau, comme si le malheur était installé en lui à la manière d'un parasite et le dirigeait à ses propres fins. Parfois, cette impulsion l'emporte sur tous les mouvements de l'âme vers le bonheur. Si le malheur a pris fin par l'effet d'un bienfait, elle peut s'accompagner de haine contre le bienfaiteur. Telle est la cause de certains actes d'ingratitude sauvage, apparemment inexplicables. Il est parfois facile de délivrer un malheureux de son malheur présent, mais il est difficile de le libérer de son malheur passé. Oui, tout à fait juste. Et voilà, et ça m'a vraiment fait penser à ça parce que finalement c'est ça, on est parfois, on a pour dire plus trivialement, la tête dans le guidon et on a du mal à... Ça fait peur parfois le bonheur. On peut avoir peur de s'en sortir, de se jeter à l'eau, d'aller voir ailleurs, de sortir de sa routine. Et en ça, c'est très touchant parce que tu as un regard qui est très lucide là-dessus. Et il y a peu de gens qui arrivent à voir avec autant de justesse parfois qu'ils peuvent se complaire dans un certain malheur. Alors, quel conseil tu as à donner à des personnes qui nous regardent et qui traversent une situation similaire de violence, d'emprise, de domination ? Ce que j'allais dire, c'est qu'il faut qu'ils en parlent. Déjà, le tabou, quand on garde tout par briser soi, le silence. Voilà, briser le silence. Si on garde tout par nous, par soi, on n'arriverait jamais à se libérer. En parlant avec les gens, on met des éléments. Ensuite, si on arrive à partir, déjà, on va faire un travail sur même, c'est-à-dire se mettre le mot là où ce qu'on a vécu, mais c'est aussi travailler sur nous-mêmes. Et comme tu disais, en fait, par rapport au texte que tu nous as lu, c'est qu'on se rend compte qu'on a peur du bonheur parce que même quand on a le bonheur, parfois, on revient en arrière pour retomber dans la malheur. C'est pour faire de beaucoup de femmes victimes de violences. C'est-à-dire on quitte celui qui est violent, on retombe encore sur quelqu'un qui est encore plus violent que l'autre parce qu'on n'a pas travaillé sur nous-mêmes. Et là-dessus, c'est un point très important qu'il faut développer avec les professionnels qui travaillent sur l'accompagnement de ces femmes victimes de violences parce qu'on est attiré par ce qui nous fait mal. Vous savez,
pendant des années, on nous battait, on nous disait t'es nul, tu n'arriveras pas, on te rabaisse. Et après on te dit que je t'aime, je vais changer. Et au final on devient encore le chaud et le froid. Le chaud et le froid. Et après on te fait croire que tout ce qui arrive, tu le mérites, limite. La culpabilisation. Voilà, donc toutes ces choses-là, ça se travaille. Moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup questionné sur moi-même. Où vient ma mère? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Où vient ma grand-mère? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce que la mère de ma grand-mère a vécu? Je pense que quand on fouille l'histoire, on se rend compte que les choses se répètent. Et quand les choses ne sont pas soignées, eh ben, ça fait encore plus malheureux. Donc oui, on a tendance de retomber souvent dans ces violences-là. Mais si on travaille sur nous-mêmes, si on trouve le courage de partir, le courage de dire que oui, on n'est pas nul, ce n'est pas de notre faute. C'est lui qui nous bat, c'est lui qui doit travailler sur lui-même à la base. Mais comme lui, il est inconscient, il pense qu'il est le meilleur et que les pervers manipulateurs, ils ne vont jamais se mettre en question. Donc c'est à nous de les remettre en question en travaillant sur nous-mêmes, en avançant. Et aussi, chacun sa méthode. Il y en a, ils pardonnent pour être léger. Il y en a, ils écrivent pour être léger. Il y en a, ils voient des psychologues pour être léger. Donc chacun son méthode. Le tout, c'est de trouver sa juste valeur pour être libre. Moi, je pense que la liberté, elle est très, très importante. Et d'abord, donc, la liberté dans la tête, à l'intérieur, pour aller vers une liberté après effective, physique, dans le monde matériel. Alors, concernant un peu l'immigration, dont on parlait au tout début avec... on a fait une petite ellipse là sur Sarkozy. Alors avant ton départ pour l'Europe, tu subis d'abord un premier choc avec la mort de ta grand-mère, qui a été vraiment un personnage très important dans ta vie et fondateur pour la femme que tu es aujourd'hui. Alors ce décès précède ton départ pour la capitale, Conakry, donc tu quittes d'abord ton village où tu vas vivre chez ton père. Alors là, tu quittes quand même une vie de village paisible, plus proche de la nature, pour une vie urbaine, chez une famille que tu ne connais pas. Donc déjà, comment tu as vécu ça enfant? J'ai vécu ça enfant difficilement, mais en même temps, je dirais, oui, la mort de ma grand-mère, ça a été un choc pour moi parce que je ne me suis jamais rappelé. Chez nous, on tape les enfants un peu pour les corriger, etc. Et moi, je ne me suis jamais souvenu que ma grand-mère m'a une seule fois levé la main. Je ne me souviens jamais qu'elle m'a dit non. Elle a toujours été dans me faire plaisir, prendre soin de moi. Une femme très très aimante. Voilà, à me transmettre des valeurs, etc. Donc oui, le retour dans cette famille, ça a été... C'est pour ça que je n'ai jamais resté assise. Je pense que chez ma mère, de ce que je me souviens, je me promenais tout le temps. Je montais, je descendais. Je ne me trouvais jamais assise chez nous pendant 2 heures ou 3 heures. Parce que c'est comme si ma place, je ne l'ai jamais retrouvée finalement jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout simplement, ils ne m'ont pas élevée. Et que eux, dans cette grande famille, chacun avait fait sa propre place. Chacun avait accepté cette polygamie, cet environnement très grand. Parfois, voilà, il y a des moments de bonheur aussi, des moments de partage, de repas, tout le monde mange ensemble. Ça, j'ai adoré. C'était les côtés que j'adorais dans ma famille. Mais en même temps, l'autre côté, ce que j'adorais, ce que j'aimais pas, c'est quand les enfants se battaient, quand il y avait les jalousies, les concurrences. Enfin, ça, c'était les mauvais souvenirs que j'avais. Mais en même temps, il faut dire que dans une grande famille comme ça, il n'y a que des choses comme ça qui peuvent passer malheureusement. C'est comme une mini-société. C'est ça. Dans la société, dans une société, voilà. Ça. Il y a des moments bons, il y a des moments moins bons, etc. Mais bon, oui, c'était difficile de trouver ma place. Et je pense que cette place-là, malheureusement, je ne l'aurai jamais. Alors, tu expliques que pour obtenir ton visa pour l'Europe, on te fait mentir sur ton âge en falsifiant ta date de naissance. Tu as à l'époque 14 ans et tu affirmes à la préfecture que tu en as 21 et on ne te pose aucune question. Est-ce que tu sais si c'est une pratique courante ? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui falsifient leur date de naissance, soit ils l'augmentent, soit ils diminuent. Après là encore, peut-être c'est pas tout le monde, chacun, quelle situation ou l'année. Moi, la situation, elle a fait que j'étais mineure. Donc pour avoir le papier, pour avoir le visa, il fallait dire que j'étais majeure. Et voilà, c'est mon ex-mari qui avait tout organisé, mais franchement, je connaissais rien comme conséquence, je savais rien. Et oui, toi, tu étais complètement innocente et tu t'es retrouvée embarquée dans ce truc. Ouais. Alors à ce stade, donc, tu es titulaire d'un visa touriste valable 3 mois, c'est bien ça ? C'est ça. Et ton mari veut te faire obtenir l'asile politique. Donc pour cela, on te fait encore une fois mentir et tu te rends donc dans ce que tu appelles un camp. Et tu racontes cette histoire, je cite, « Mon père était politicien, il a été tué, mon frère a lui aussi été assassiné, ma mère est en prison. » Fermeture des guillemets. Alors mentir, on comprend à l'époque, est pour toi une vraie souffrance.
mais tu t'exécutes parce que, encore une fois, tu n'as pas le choix. Mm. Est-ce que tu sais si cela se pratique couramment aussi? Est-ce que Là encore, ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui le font parce qu'il n'y a pas de désespoir. Moi, je pense que personne n'invente une vie qui n'est pas la tienne quand on n'est pas désespéré. C'est quand on arrive dans un pays comme celui-là, déjà il y en a on a vu tout ce qui se passe pour beaucoup de gens qui prennent le bateau, qui risquent leur vie, voilà, qui risquent leur vie pour venir à l'Europe, d'accord? Et donc quand ils arrivent là, ils apprennent quoi? Il faut qu'ils commencent tout à zéro. Il faut déjà qu'ils s'intègrent dans un pays qui n'est pas l'autre. Il faut qu'ils parlent la langue. Et en plus, il faut qu'ils aient le papier. Donc là, comment faire pour avoir le papier? Il y a des statuts. On dit qu'il faut être demandeur d'asile ou si tu n'es pas demandeur d'asile, tu n'auras rien. Donc qu'est-ce qui te reste à faire pour ceux qui n'ont pas de vraie histoire? C'est d'inventer des histoires pour survivre. Mais je pense que c'est vraiment le désespoir qui fait ça. Très bien. Toi, tu as connu des gens à cette époque dans ce camp qui eux aussi ont inventé une histoire. Je sais que c'était difficile d'en parler parce que il y avait la peur de dire il faut pas dire que c'est une fausse parce que tout le monde, il y a des espions aussi à l'intérieur. Oui. Mais tu ne savais pas à l'époque? Si, je sais qu'il y avait, par exemple, l'oncle de mon ex-mari, je l'avais croisé là-bas, je fais comme si je ne le connaissais pas, alors qu'on se connaissait. Enfin voilà, oui, il y avait des gens qui avaient des histoires, mais qui en rajoutaient pour obtenir les papiers aussi, oui. Il y en avait d'autres qui avaient des vraies histoires, oui. C'était mélangé. D'accord. Alors, quelle a été ta première impression en arrivant en Europe? Ta première pensée, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai dit, waouh, ils sont riches. Moi, quand je voyais les voitures, je pensais qu'ils vendaient les voitures alors que c'était les voitures des gens, parce que tellement il y en avait là en bas de l'immeuble où j'habitais. La première fois, je pris un tapis roulant, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? C'est un ventilateur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tombé. Non, mais je pense qu'on en a plein les yeux et surtout on entend tellement de choses. Je pensais qu'en Hollande, il y avait partout des pommes de lait. Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire ça en Guinée, tu vas aller en Hollande, là-bas tu vas boire partout des laits, il y a des pommes de lait. Du coup, j'arrêtais pas de demander aux gens. Qu'est-ce que c'est des pommes de lait? Les pommes de lait, c'est-à-dire le robinet de lait. J'ai cherché partout des robinets où il y a du lait et tout, avec du lait, où il n'y en avait pas. On me disait, non, il y a du lait, certes, mais il n'y a pas de robinet où tu appuies, tu as du lait, quoi. Non, mais je pense que ça a évolué maintenant. Les gens ils commencent à comprendre beaucoup la réalité de l'Europe. Oui. Internet, il faut dire merci aux réseaux sociaux. Ça fait beaucoup prendre conscience que ce n'est pas du tout le paradis qu'on nous dit et que tout n'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Il y a beaucoup d'épreuves pour les immigrés. Mais c'est pour ça aussi les gens qui viennent ici, qui réparent, il faut qu'ils disent la vérité. Avant, il y avait des gens qui travaillaient le ménage pendant 5 ans, 6 ans. Ils rentraient là-bas, ils habillaient en costume, cravate, ils donnaient des cadeaux partout. Bon, ça a évolué maintenant, les gens ils disent la réalité. Il faut continuer de le dire pour que les gens qui sont là-bas, qui ont envie de venir, qu'ils sachent quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont trouver. Que c'est pas l'Eldorado. Non. Alors, donc tu racontes, parce qu'en France, tu arrives à la gare du Nord, et là, c'est l'horreur que tu racontes. Tu es effrayée parce on t'a dit des choses, tu vois beaucoup de policiers, et puis alors, gare du Nord, on sait comment c'est, hein, parce que même pour les Français, c'est pas, c'est pas la joie d'y aller. Il y a beaucoup de mouvements, on va dire ça comme ça. Donc, j'imagine, pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs, à ton âge, ça doit être assez oppressant. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays ? Ce qui manque beaucoup de plus, c'est la générosité, c'est d'aller de maison à maison, c'est balader, c'est faire du thé, c'est discuter avec les gens. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes chez nous et cette humanité-là, elle me manque. Je pense que ici, en Occident, ce que j'adore, c'est cette liberté de l'individu. C'est cette façon de permettre l'autre d'avoir le choix, en gros, d'être acteur de sa vie. Ça, c'est vraiment un moteur formidable. Mais en Afrique, ce qui est beau, c'est cette union, c'est cette partage, c'est cette convivialité. Tout le monde mange ensemble, tout le monde rit ensemble, tout le monde pleure ensemble dans le moment de malheur. Et ça, c'est des trucs que j'adore, quoi. C'est tout qui manque de plus. Moi, je dirais ce qui manque très, très souvent, c'est ça. Alors, donc, tu as en partie répondu, mais qu'est-ce que tu préfères alors en France? Donc, c'est cette liberté. Ouais, c'est cette liberté, c'est cette... c'est permettre de l'autre d'être moteur de sa vie. Même si après, on est croyant, on peut dire oui, c'est grâce à Dieu, etc. Mais je pense que l'autre, il est important. Et ça, c'est ce que j'adore. Alors qu'en Afrique, non, c'est
qu'est-ce qu'il dira les autres, si tu t'habilles comme ça, si tu te maquilles comme ça, si tu fais ça, on va penser à ça, etc. On pense jamais, on dit jamais toi, c'est qu'est-ce que tu veux, quoi. C'est vrai. Quelle est selon toi l'urgence pour l'Afrique ? Moi, je pense que l'urgence de l'Afrique, c'est prendre conscience qu'on ne peut pas attendre des autres. Et que nous, on doit être nous-mêmes inventeurs de notre propre vie. Et qu'on a beaucoup de ressources naturelles. Énormément. Énormément. On pense au Congo d'ailleurs. Voilà, au Congo, même en Guinée par exemple, on a beaucoup de ressources naturelles. Donc il faut que les Africains arrivent à dire qu'on n'a plus rien à épuiser ailleurs. Et que tout ce qu'il y a chez nous, il est temps d'inventer, il est temps de continuer l'éducation, il est temps de briser les tabous, il est temps aussi de permettre de réinventer une nouvelle modèle, ne pas attendre d'occidentaux. Tout à fait. Comment est-ce que tu es retournée en Guinée depuis? Et si oui, comment ça se passe quand tu y retournes? Alors en fait, j'ai retourné des fois depuis l'âge de... je suis arrivée ici, j'avais 14 ans. Je suis retournée en 2006, mais c'était ma mère qui était très malade, donc je suis partie plutôt en truc familial, en urgence. Et je suis retournée en 2008, où j'ai fait la campagne de sensibilisation sur le mariage forcé, sur l'excision, etc. Et donc oui, c'était bien aussi parce que ça m'a ressourcée, ça m'a permis de revoir où j'ai grandi, etc. Mais aussi de confronter à cette réalité. Il y a ceux qui vont m'applaudir quand je parle, il y a ceux qui disent « Ah, subhanallah, toi tu ne vas jamais te remarier, continue comme ça. » Continue comme ça, d'être une blanche, noire. Il dit, toi, c'est fini, il n'y a que ta peau qui est noire. Voilà, une bounty. Voilà, il y en a qui me disaient ça. Mais en même temps, c'est jouissance parce que quand tu crées un débat, quand tu vois que dans toute une société, il y a peu de mouvements sur les idées comme ça, et bah, du coup, pour moi, oui, je ne me sentais pas perturbée. Au contraire, je disais que j'avais à apporter quelque chose. Mais voilà, il y a eu des moments faciles pendant ces campagnes-là. Il y avait des moments qui n'étaient pas faciles parce que même dans ma propre famille, ça créait un débat. Mais ça permet de faire évoluer beaucoup de gens, notamment mon père qui est mon premier soutien. Et je pense qu'il est un exemplaire, c'est un homme qui bouge beaucoup, qui comprend vite. Et voilà quoi. Ça, c'est très très intéressant. Oui. Quel regard tu portes sur la crise des migrants? Bah, l'image... ce que je pense, c'est triste. C'est triste de ce qui existe, et c'est triste déjà pour tous ceux qui sont morts en prenant le bateau par désespoir. Mais je pense qu'il faut, je ne dis pas qu'il faut donner du papier à tout le monde, ce n'est pas à moi de juger, je ne connais pas tout là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que quand les gens ils prennent un bateau comme ça, ils risquent leur vie, c'est parce qu'il n'y a rien à chez eux. S'il y avait tout ce qu'il fallait, ils n'auraient pas parti. Même si j'ai dit que tout à l'heure l'Afrique est riche, mais malheureusement, beaucoup des Africains n'en profitent pas de cette richesse africaine. Et je pense que c'est là-dessus que peut-être qu'il faudra travailler et accueillir les gens dans la dignité. Ce n'est pas juste de laisser les gens mourir comme ça, ou bien quand les gens ils arrivent, qu'ils dorment dans la rue, quoi. Il faut essayer de créer des centres, il faut essayer de les accompagner, il faut régulariser ceux qui doivent être régularisés, ceux qui ne sont pas, il faut les accompagner dans la dignité. Très bien. Alors aujourd'hui, quels sont tes projets pour le futur? Aujourd'hui, mes projets, c'est de continuer dans mon engagement militantisme, parce que je pense que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui donne sens à ma vie. Voilà, et de travailler, d'être comme tout le monde, de confronter à la vie. Il y a des moments de bonheur, comme d'avoir ma petite fille Aïcha, qui est très mignonne, qui nous a accompagnés aujourd'hui. Qui nous a accompagnés, d'ailleurs qui nous a un peu perturbés. Et voilà, de continuer le militantisme, et puis pourquoi pas essayer de continuer sur cette voie-là, et on verra dans le futur qu'est-ce que ça va donner. Justement, quel genre de mère es-tu? Je pense que je suis une mère, parfois je peux être très africaine, arrête, si tu n'arrêtes pas je vais me fâcher, mais je pense que je vais être une mère qui a beaucoup à donner, c'est-à-dire ma fille, je sais que j'ai beaucoup à lui transmettre, et je pense que je vais l'armer. Je ne dis pas qu'elle n'aura jamais les difficultés de la vie, mais en tout cas elle saura faire face de tous les problèmes qu'elle pourra rencontrer. Parce que déjà, je vais l'élever comme une petite fille, et aussi comme une jeune femme qui sera une femme, mais une femme armée qui va être autonome, indépendante. Je dirais de faire des grandes études. Enfin, ça, c'est tous les parents, je pense. On rêve tous que nos enfants soient exemplaires, mais en tout cas, je ferai mon mieux pour qu'elle ne retombe pas dans tout ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour l'avenir ?
de continuer d'être sereine, de continuer de prendre la vie telle qu'elle est et voilà, d'être en bonne santé. C'est déjà beaucoup, c'est un beau cadeau dans la vie quand on est en bonne santé. Le reste, c'est à nous de le créer autour de nous. Très bien. Est-ce que tu as apporté un petit objet, un petit quelque chose? Ah écoute, j'ai oublié d'apporter une petite chose, mais je pense que le livre déjà, le livre il est là. Tout à fait, il est là avec nous, on le montrera aux spectateurs. Voilà, le livre c'est une des objets, je pense, pour ma vie, parce qu'elle a permis d'être debout de ce que je suis aujourd'hui, de revivre lorsque je pensais que j'étais morte, que j'étais plus existante de cette vie. Et aussi, elle m'a permis d'ouvrir mon esprit et de travailler sur tout ce qui m'est arrivé et d'être beaucoup plus légère pour aborder toutes ces questions. Eh bien, écoute, Dirga Touba, merci infiniment pour cet entretien. Merci. C'était un grand plaisir, un grand honneur. Merci. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Bravo à toi. Merci beaucoup.